Oui, il faut tourner le... On part ça, c'est parti, cette balado. Bon, mais vous entendez là, le free-for-all de notre studio, le gratuit pour tous, devrait-on dire. Salut Guy Bertrand. On est dans cette balado de l'avant-dernière de notre 6e saison, parce qu'on revient pour une 7e en septembre, en fait en août prochain. Et on va parler aujourd'hui de nouvelles narrations. Écoutez, j'ai créé un monstre tout à l'heure sur Facebook. Bonjour Catherine. Bonjour Mathieu. Fabien, Martin, Bonjour, salut, Mathieu. ça va bien? Oui. Mais là, on J'ai veut créé savoir un monstre sur quel est ma ce page monstre? Facebook. J'ai mis une page couverture d'un livre dont vous êtes le héros. Eh non, mais écoute, ça sonne quand même les cloches à bien du monde. Nostalgie quand tu nous tiens. Avez-vous joué à ça? Ben oui, joué ou lu. Ben ces oui. affaires-là. Oui, tout le monde? Ouais, Tout le monde? Ah oui, Vous êtes absolument. coutumier des monstres sur votre page Facebook? Oui. Non, mais c'est ça. Mais j'essaie d'avoir un peu de clout avant Ben, l'émission. Facebook est coutumier des monstres. Ouais. Ouais, non, c'est ça. Mais même des jeunes filles, parce que vous êtes plus jeunes que nous, là. Bonjour Pascal, un instant, je vais reprendre ma feuille. Pascal Thériault et Roxane Chartrand, bonjour à vous deux. Bonjour. Vous avez lu les livres dont vous êtes les héros? Absolument. Ah ouais. On a grandi avec ça. C'était quoi votre série préférée? Oh, j'avoue que j'en ai pas dans mémoire, mais il y en avait avec des images aussi. Peut-être que j'étais un Ouais, peu trop jeune ouais. à l'époque aussi, mais j'en lisais quand même beaucoup. Mais c'est fascinant de voir. Moi, j'ai des parents tout à l'heure sur mon mur, sur ma page Facebook, donc des parents qui ont des enfants de 7-8 ans qui commencent à lire et ils m'ont dit, moi, je fais lire ça à mes enfants et mes enfants trippent. Donc, c'est comme un peu le passe-partout de la littérature. Là, ça se passe d'une génération à l'autre. Mais c'est une belle porte d'entrée, en fait. Ben oui. C'est génial. Puis c'est une porte d'entrée aussi avec l'interactivité. Donc, c'est le jeu sans le jeu, dans le fond. Ouais. Que je trouve super intéressant aussi. Ouais. Puis il y avait quand même des bonnes histoires. Je repensais à ça, là, les histoires gothiques là, de Ouais. Quête du Graal. Là. On était dans quelque chose d'assez solide. Philippe Sohéro, bonjour. Eh, bonjour. Philippe Sohéro, vous êtes superviseur des effets visuels chez Rodeo FX. Oui. Est-ce que vous avez connu ça, vous, les livres dont vous êtes le héros? Non, je vous étiez en train d'en parler et puis malheureusement, je me sentais tout à coup un peu exclu. On ne voudrait pas faire d'agisme littéraire. là, Non, cela dit, c'est là. correct. C'est bon. Malheureusement, je peux pas contribuer beaucoup. Mais vous êtes quand même un gamer devant Oui, l'éternel. je suis un gamer. Ah, ouais. Oui, et superviseur de plein d'effets spéciaux. Écoutez, on va le redire tout à l'heure en ondes, dans la vraie émission. Vous avez travaillé notamment sur Le Pianiste. Vous avez travaillé sur Taxi 3. entre Ah autres oui, choses. effectivement, oui, dans une vie précédente. en Ouais. effet. C'était après les livres dont vous êtes les héros. Martin, vous, avez-vous connu ça? Oui. Moi, Ah ce ouais? qui m'intéressait, c'était... Je me rendais jamais jusqu'au bout. Je m'arrêtais, puis je décortiquais les pages pour voir la construction derrière ça. Ah, ben là, Ah, c'est Martin J'ai- Lessard. Ça j'ai- pouvait pas être... Savoir comment ça Comment marche. ça marche? Là, je voyais les liens, je fais des feuilles et des liens avec des numéros de page et tout, pour voir Ouais, c'était ouais, quoi le- la structure qui était Wow. derrière. La structure, le code. Ouais, voilà, Mais le c'est code, très, ouais. mais c'était une structure de jeu vidéo. Ben oui, tout à fait. On fait des jeux vidéo, entre autres, de cette manière-là. là. Mais Ouais. c'était très basique, c'est avec des nœuds en gauche-droite, 1, 2, 3 choix. Donc c'est très, très basique, donc facile pour un jeune de pouvoir décortiquer. C'est ça qui m'a amené vers l'interactif. Mhm. Fabien? J'en ai lu. Je suis pas de. Non, pas un gros fan. Oui, j'en ai lu, mais pas plus fan que ça. Mais moi, je me suis souvenu des cartes que je me faisais, moi, en lisant ces livres-là. J'avais des papiers quadrillés, là, des feuilles quadrillées, puis je me faisais des cartes à l'échelle à mesure que j'avançais pour savoir si je revenais en Des arrière. souvenirs du parcours. Fallait tirer des dés, fallait tirer des dés. Ouais. Puis des fois, on trichait un peu. Des fois, on trichait Ouais, beaucoup. J'avoue que je trichais beaucoup. Bon, ben, mettons carte sur table, c'est une émission de tricheurs. Ben, aussi, il y avait le chapitre où on mourait dans le cadre du Graal, c'était le chapitre 14. Donc, quand on voyait les choix en bas et que ça nous envoyait au chapitre 14. Je Bon, savais qu'il fallait pas que tu y ailles. OK, dans 8, on a un décollage, un lift-off. Et ce sera en ondes. Ici Mathieu Dugal, vous écoutez La Sphère. Aujourd'hui, sur cette musique de Super Smash Bros., comment on se raconte des histoires avec la techno de nos jours, de Fast and Furious, en passant par la réalité virtuelle et l'écoute en rafale sur Netflix, les nouvelles narrations.
Chères auditrices, chers auditeurs, en direct du studio 25 à Radio-Canada à Montréal, c'est votre émission préférée de technologie et de culture numérique qui reprend du collier de la bête. Et qui a ce collier de la bête? Ben, c'est Catherine Mathis. Bonjour, Mathieu C'est un beau Dugal. collier. Oui, merci. Vous, Oui. vous semblez en forme Oui, aujourd'hui. ça va bien. Oui. Il y a eu des belles choses ce matin qui se sont passées dans mon cerveau. Bon, Ouais. parlez-nous de Des ça. belles connexions neuronales ce matin. Bonjour Fabien. Bonjour Mathieu. Bonjour Martin. Bonjour Mathieu. Ben, on parlait tout à l'heure en balado-diffusion, mais en fait, c'est parce que je vis dans le souvenir. On sait que le rétro, ça nous anime. Et tout à l'heure, en balado, on parlait d'une publication que j'ai faite ce matin sur ma page Facebook pour annoncer l'émission des nouvelles narrations. Et ça m'a souvenu, je me suis rappelé plutôt des livres dont vous êtes les héros. Et là, je suis retombé dans mes beaux vieux souvenirs. Probablement que bien des gens ont ça aussi. Et vous nous avouiez que vous trichiez. Oui, ça m'arrivait. Comme beaucoup d'entre nous. Ça m'arrivait. Merci Il de le est rappeler. humain. Il est Merci humain, de finalement. rappeler. Et d'ailleurs, des parents qui ont des jeunes enfants aujourd'hui m'ont dit en commentaire sur cette publication-là qu'ils faisaient lire ces livres-là à leurs enfants. Donc, des enfants de 6-7 ans aujourd'hui là, peuvent commencer à lire avec les livres dont vous êtes les héros. Vous êtes des bons parents si vous faites ça. Parce que c'est vraiment très, très chouette. Bon, Et ça on- apprend à tricher, mais que de bons souvenirs dans 20 ans. Exactement. Donc, on va parler des nouvelles narrations aujourd'hui à l'émission, dans le monde du cinéma, dans le monde des jeux vidéo. On va passer là vraiment là, de Fast and Furious à la philosophie des nouvelles narrations. On a avec nous en studio quelqu'un qui s'y connaît. Philippe Sohéro, vous êtes superviseur d'un des rares films milliardaires de l'histoire, c'est-à-dire la 8e itération de Fast and Furious, de Fate and the Furious. Bonjour. Bonjour. Vous allez nous parler de ces liens, ces portes tournantes également qui existent entre le jeu vidéo et le cinéma. Oui, en effet. Je pense que vous parliez de Fast and Furious. Il faut quand même juste mentionner il y a 2 films de Fast and Furious qui sont dans le club des milliardaires. Ouais. Le précédent opus aussi était dans le Quand club des même, hein? milliardaires. Ah ouais. Oui. Je pense que c'était aussi lié à la mort de ouais. l'acteur principal, Paul Walker, qui fait que beaucoup de gens se sont rendus au cinéma. Mais cela dit, il y a une débauche d'effets visuels là-dedans et vous en êtes entre autres responsable et on va y revenir Oui, tout à l'heure. effectivement, ouais. On a aussi 2 étudiantes qui, elles, travaillent sur la philosophie du jeu vidéo, comment on raconte ces nouvelles histoires-là. Et j'ai nommé Pascal Thériault et Roxane Chartrand. Bonjour à vous deux. Bonjour. Vous êtes passionnés de jeux vidéo, là? Oui. Quand même Oui, pas oui. mal. Pas mal, hein? On pensez- étudie là-dedans, donc on Ça, n'a pas bon, vraiment pas le tant que choix. Vous n'avez pas le On va choix. au doctorat, mais c'est pas Plate. grave. J'aimerais ça. Moi, avoir cette défaite-là, je pense que je vais aller étudier en jeux vidéo. On va en parler tout à l'heure avec vous. Mais auparavant, c'est un peu un signe des temps. De plus en plus, le jeu vidéo, on le redira jamais assez, devient un objet légitime culturellement. Et là, peut-être, Catherine, qu'il y aura un de ces jeux-là qui finalement va obtenir un Oscar. Peut-être, oui. Peut-être. Alors, vous venez de le donner en mille. Mais effectivement, donc ces jours-ci, il y avait le festival annuel de court-métrage en Autriche qui s'appelle Vienna Shorts qui a annoncé donc la liste de ses gagnants. Et il y a un des lauréats qui vient de franchir effectivement une étape historique, Oh oui. franchement, disons-le comme ça, parce que c'est un jeu vidéo donc qui s'appelle Everything qui a remporté le prix du jury pour le meilleur court-métrage en animation. Hein? Donc, c'est intéressant. Je vous rappelle, c'est un jeu vidéo qui, donc, a remporté cette catégorie-là. Et ce qui est impressionnant dans tout ça, c'est que ce prix-là place Everything dans la longue liste des nominations pour la catégorie, la même catégorie aux Oscars, c'est-à-dire celle du meilleur court-métrage. Alors, c'est pas rien. Puis vous, c'est un jeu vidéo que vous attendez depuis longtemps. Ben, en fait, moi, ça fait longtemps que je lis des critiques dithyrambiques de ce jeu-là et c'est un jeu qui est très, très singulier. En fait, il semble qu'il n'y a pas vraiment d'histoire dans ce jeu-là. C'est extrêmement artistique comme démarche. Si j'essaie de vous le résumer, là, comme je l'ai lu, parce que je n'ai pas encore joué à ce Il y a une jeu-là. bande-annonce, là. là, dit? Il y a une bande-annonce. D'ailleurs, allez sur notre page Facebook si vous voulez voir à quoi ça ressemble Everything. Ben, c'est un jeu où vous pouvez jouer à peu près tout dans un environnement, du brin d'ADN au lion. Donc, vous oscillez comme ça en différents niveaux d'organisation de la matière et c'est un jeu dont on dit qu'il permet de comprendre comment la vie fonctionne sur Terre. C'est-à-dire que cette espèce d'effet papillon, on va y revenir d'ailleurs avec nos 2 étudiantes tout à l'heure, cet effet papillon-là qui lie ce qui se passe dans un brin d'ADN au macro. Et
allez voir cette bande-annonce, c'est d'une beauté, là, et je pense que si ce jeu-là, film, Oui, un on beau sait lapsus, plus. Oui, absolument. gagne un Oscar, ce sera vraiment pas volé. Là. On est dans de la très, très haute volée. Là, évidemment, on parle de la longue liste de nominations. Là, il faudra voir ouais. si le jeu se rend sur la courte liste, mais toujours est-il que ça reste un moment historique. En tout cas, c'est un signe des temps. On peut le dire Absolument. comme ça. On va y revenir tout à l'heure. D'ailleurs, Catherine, vous allez nous parler aujourd'hui de réalité virtuelle, hein, des gens qui veulent raconter de la science-fiction en réalité virtuelle. C'est quand même tout un contrat et on va y revenir tout à l'heure. Mais auparavant, les premières idées, les premières réalisations du cinéma interactif, on va revenir dans le bon vieux temps avec Martin Lessard. La sphère. Revoir ses classiques. Martin Lessard. Eh bien non, Martin Lessard ne s'est pas transformé en roi lion, même si c'est une musique qui y fait penser. Bien ça, c'est une musique qui a gagné déjà un Oscar. Hein. C'est la première musique de jeu vidéo qui a gagné un Oscar. Et donc, c'était en 2009. Mais là, on va reculer beaucoup plus loin dans le temps, mon cher Martin. On remonte aux premières esquisses de cinéma interactif. Et ça s'est passé ici à Montréal. Tout à fait, oui. Imaginez-vous, on est à l'Expo 67, les gens à Montréal ici, et les gens rentrent dans le pavillon de Tchécoslovaquie et voient le premier film interactif. En fait, c'est un grand mot, un film interactif. Ouais. Le film s'arrêtait là où le protagoniste de l'histoire devait prendre une décision Je clé. suis persuadé qu'il y a des gens à l'écoute qui Qui doivent se dire « j'étais là ». C'est ça, il y avait leur bouton rouge ouvert dans les mains, là. Puis là, ils pouvaient changer le cours de l'action. Là, un animateur se plaçait devant la scène, devant l'écran, et proposait le choix binaire gauche-droite, et on devait répondre. Et une fois le choix effectué par le public, ben, le projectionniste lançait la bobine correspondante et le film continuait. C'est pas tout à fait le film dont vous êtes le héros, mais plutôt le film dont vous êtes le monteur. Pour les spectateurs curieux, il fallait quand même revenir 2 ou 3 fois pour espérer peut-être voir une séquence inédite. Hein. Le choix restait quand même un choix collectif. Et si on revenait voir le film, ça se pouvait très bien qu'on se retapait les mêmes séquences. Mais malgré cette interactivité-là plutôt embryonnaire, on va le dire comme ça, c'est un film qui a quand même remporté un certain succès. Oui, ça a super bien marché parce que c'est la première fois quelque part qu'on pouvait casser cette linéarité-là, ce côté là, juste en un seul sens où c'est l'auteur qui décidait ce que vous voulez voir. Tout d'un coup, le spectateur pouvait interagir avec cette œuvre d'art-là. Mais on était encore loin du salon, là, Ah, parce que ça, c'est bien là, dans une salle, mais on n'est pas encore là, dans la possibilité de se raconter des histoires interactives on chez soi. testait le processus interactif, mais on peut pas vraiment dire que c'est une histoire si interactive que ça. Il fallait au moins attendre les années 80-90 que la technologie avance avec l'arrivée du disque laser. Là. Ça s'appelait le CD-ROM ou le CDI ou le DVD interactif, mais le disque laser, on pouvait enfin repenser à dire, oui, qu'il y avait un concept de cinéma interactif. Le disque laser, vous savez, la tête laser permet d'accéder rapidement à la bonne plage, très rapidement, en fait plus rapidement qu'une bobine de film, et ça rendait donc le film plus fluide. Et surtout, Mathieu, le choix pouvait être enfin individuel. Donc, on avait vraiment une histoire pour soi-même. Mais il y a quand même des problèmes avec ça, là, parce que c'est des belles promesses, mais de ça, de la coupe aux lèvres, là, il y a tout un on chemin. a encore un cas où la technologie nous propose plein de possibilités, mais quand même, il y a des contradictions là-dedans. Le cinéma interactif des années 80-90 avait quand même un défi économique très grave. Hein. Le film restait composé de séquences linéaires, donc on arrivait à un nœud, puis on avançait sur une séquence linéaire, mais aussi petite soit-elle, il fallait les filmer, ces séquences-là. Il faut prévoir toutes les séquences et ça coûte cher. Ça coûte quasiment genre 2 fois le film, alors que le spectateur n'en voit qu'un seul film des deux. Il faut donc limiter les choix pour sauver les coûts. Mais ça va à l'encontre du principe même du cinéma interactif. Plus tu limites les séquences, ben moins c'est interactif. Donc, une approche possible qui est apparue à ce moment-là pour contourner le problème, c'est d'avoir des dessins animés. Peut-être que les plus vieux se rappellent de Dragon Slayer. Dans les années 80, il fallait contrôler un chevalier dans sa quête pour aller tuer un dragon. Là. Bon, mais il y a des séquences vidéo, mais il fallait avoir quand même des bons réflexes pour gagner. Mais malgré un niveau encore d'interactivité assez faible, il y a eu un très grand succès pour Dragon Slayer. Oui, puis ça tranchait aussi ce jeu-là hein, dans les jeux d'arcade parce qu'on avait véritablement des séquences
de dessins animés qui On avait la était loin, qualité graphique de la qui était vidéo loin. enfin. Ouais. là, c'est grâce au disque vidéo. Mais ça donnait le goût de dire qu'il y avait peut-être des histoires qu'on pouvait se raconter. Mais ça a mis une autre contradiction, Mathieu, c'est que le succès de ce cinéma interactif l'a placé en fait dans la catégorie du jeu et non du film. C'était un jeu auquel on jouait. Le Dragon Slayer, c'était un succès en arcade. Le cinéma interactif était basé sur des séquences linéaires, mais ça offre quand même trop... il y a peu de possibilités narratives parce qu'il y a quand même, par rapport à l'effort de production, il y a comme une contradiction pour le film, il y a une contradiction. Ben, il y a une contradiction parce que quand on va voir du cinéma, en général, on veut peut-être davantage se faire prendre par la main que lorsqu'on joue à des jeux. Là. Ça, on veut s'asseoir puis on veut pas se casser le bicycle. Là. Durant ces années-là, de 60 à 90, effectivement, le C'est une cinéma... image, Catherine. Oui. C'est une image. Oui, non, Ouais. mais je l'apprécie beaucoup. Ouais. Mais j'aime quand même regarder des choses où on se casse le bicycle. OK. Ouais. On peut quand même c'est noté. souligner que Dragon's Lair, pour moi, ça reste probablement l'ancêtre de ce qu'on appelle le QTE, c'est-à-dire finalement des séquences qui sont déjà précalculées. Et, Comment qui vous ont- appelez ça, QTE? Ouais, parce qu'en fait, ce sont des événements qui sont déjà finalement pré-rendus parce qu'ils sont trop exigeants. Pour être calculés en temps réel par les engins de jeu. Et à l'époque, les engins de jeu, de toute façon, n'étaient pas pas puissant. du tout capables de faire quoi que ce soit. Et donc, il y avait des événements qu'il fallait qu'on fasse à des moments très particuliers Ouais. pour passer à une étape suivante. Alors ça, c'est vraiment l'archétype du QTE, en fait, de l'événement, qui était utilisé beaucoup après dans des jeux comme God of War, par exemple. Et aussi, il faut dire que dans le cinéma, comme disait Martin, pour faire d'un film interactif, il faut que tu fasses 2 films. Et c'est Oui. tout un, Parce que les c'est séquences tout sont un longues, contrat, ben. il faut Oui. les faire. Donc, le nœud interactif était comme, plus ou moins enrichi. Tu avais le choix gauche ou droite, ou peut-être 3 choix, mais c'est pas si interactif que ça si la séquence se continuait, puis j'avais plus le choix comme on a aujourd'hui avec les jeux où on peut tout... Mais on pourrait dire que par essence, le jeu vidéo et le cinéma, ça s'oppose. À ce moment-là, oui, là. c'est un oxymore Ouais. parce que c'est l'essence du cinéma et celui du jeu s'opposent d'une certaine manière. La prémisse au cinéma, c'est je sais comment ça va commencer, mais il faut surtout pas que je sache comment ça va finir. Hein. Sinon, c'est le spoiler, le divulgacheur. Alors que dans le jeu, Divulgacheur, ouais, divulgacheur. Alors que dans le jeu, c'est un peu l'inverse. On connaît le but. Faut tuer le dragon. À l'époque, il faut tuer le dragon. Je sais mais par où je commence, la porte de gauche, la porte de droite, ça commence. Donc c'est l'inverse. Le début, on le connaît pas. Mais dans le film, on s'attend à ce que le spectateur ne voit le film qu'une seule fois, alors que dans le jeu, on s'attend à ce qu'il voit plusieurs fois. Il y a une contradiction là aussi. On s'attend que C'est dans plus le le cas, par exemple. Ah oui, non, mais à l'époque, c'était le Ouais, cas. C'est ouais. comme le cinéma, il y avait comme on voulait que le spectateur reste passif au cinéma. sûr, Alors que ouais. tout d'un coup, dans le cinéma interactif, on veut qu'il soit actif, comme le jeu. Le scénariste contrôle le regard au cinéma, alors que dans le jeu, c'est quelque part, c'est le spectateur qui son regard et c'est lui qui le contrôle. Donc, grosso modo, l'interactivité côté cinéma semblait superflue. On avait une histoire, on voulait écouter un auteur, alors que le jeu des séquences linéaires était vite ennuyant à l'époque. Ouais. Donc, cette contradiction, il a fallu attendre les années 2000 pour que tout d'un coup, le développement des effets spéciaux, l'interactivité, la puissance des machines permettent de rentrer l'interactivité dans les séquences pour qu'on ait quelque chose de beaucoup mieux mélangé. Mais cela dit, la question se pose encore. Est-ce que pour de l'interactivité, on va privilégier du cinéma ou carrément se prendre un bon jeu vidéo, Uncharted 4 pour ne pas le nommer, et vivre cette espèce de mélange quasi parfait entre une histoire assez linéaire et un pouvoir, une autonomie, on pourrait le dire, du narrateur et de l'acteur dans ce jeu-là. D'ailleurs, on va poser cette question-là à nos 2 étudiantes de l'Université de Montréal, Pascal Thériault et Roxane Chartrand, tout à l'heure. Merci beaucoup, Martin. Et là, plaisir. maintenant, écoutez bien ce qui s'en vient parce que vous allez tomber vraiment dans le gros cinéma qui fait beaucoup de bruit. Yeah, we got it going up like that. Mama said if they acting tough, fight back. Yeah, I had to rep them up like that. Beat them till I see them holding up white flag. I be whooping ass, take them to class. Someone to go. I just hit the gas, I was too fast, ain't even know. Un extrait de la bande sonore tonitruante du Tony Truant, Fate and the Furious. Et je voudrais tout de suite rappeler que la musique que j'ai utilisée pour l'ouverture de l'émission, j'ai oublié de le souligner, il faut quand même rendre à César ce qui lui appartient, c'est l'Orchestre des jeux vidéo. Nos amis de l'OJV, on les a reçus souvent, qui mettent en musique, qui arrangent des musiques de jeux vidéo qui sont devenues souvent plus populaires que les jeux eux-mêmes. Et c'était donc Super Smash Bros. Et c'était enregistré en 2013 à la salle Pollack de l'Université McGill sous la
la direction de Julie Lambert. Voilà. Philippe Sehiro, vous êtes superviseur des effets visuels chez Rodeo FX. Vous avez travaillé notamment avec Roman Polanski, Oliver Stone, Luc Besson. Et là, donc, vous signez une partie des effets visuels sur le dernier, je le disais, la dernière mouture de Fast and the Furious. Pour vous, là, le monde du jeu vidéo et du cinéma, c'est devenu presque un monde où il y a des portes tournantes. Là. C'est-à-dire on peut passer d'un monde à l'autre et ne pas être trop dépaysé. Ça dépend de quoi on parle. C'est-à-dire qu'il y a... aujourd'hui, c'est vrai qu'en termes de ressources humaines, on va dire qu'il y a un certain nombre de ponts qui se font. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent... il y a des métiers, on va dire, qui vont se retrouver quasiment à l'identique. Dans les métiers du cinéma, dans les métiers du jeu vidéo. Dans les métiers du cinéma, on doit créer aussi parfois des environnements qui vont jouer de façon différente, on va dire, de ce qu'on va trouver dans un jeu vidéo, avec un niveau de qualité qui est différent aussi, mais il n'y a pas d'interactivité dans le film, comme on le soulignait tantôt. Donc effectivement, on va retrouver un certain nombre de ponts qui vont exister en termes de ressources humaines. Je pense qu'en termes conceptuels aussi, il y a eu des ponts qui se sont faits un petit peu par nécessité. Il y a une chose que vous n'avez pas dit tantôt, je pense qu'un des éléments qui ont fait que tout à coup l'interactivité a pu se débloquer, c'est l'avènement des moteurs de jeu 3D. Ce sont eux qui ont finalement débloqué tout à coup la possibilité d'aller créer quelque chose qui répondait instantanément en fait. En fait, la narration est née de la puissance de calcul. Exactement, voilà. Et je crois que c'est ça qui a fait toute la différence. Vous citiez par ailleurs Uncharted, mais je trouve quand même qu'il faut mentionner en termes de narration interactive des jeux comme Heavy Rain, par exemple, qui, je pense, était probablement plus à l'avant-front, on va dire, de ce qu'on peut qualifier de narration interactive, plus que Uncharted, qui pour moi est encore un jeu d'action, on va dire, dans lequel... il y a une structure narrative, on va dire, mais il n'y a pas plusieurs fins possibles, contrairement à ce qui se passerait dans un Heavy Rain ou même un Mass Effect, par exemple. Sauf que quand on essaie de comparer Uncharted, on pourrait dire que c'est du Indiana Jones où on joue Indiana Jones. Oui, bien sûr, tout à fait. Littéralement, on est dans l'action, c'est nous et on a peur de tomber quand on est au-dessus d'un précipice. Cela dit, c'est très juste comme précision. Donc, vous dites que les deux maintenant avec le jeu vidéo qui est devenu de plus en plus interactif, on apprend au cinéma. Là. Il y a une pollinisation technologique, il y a une pollinisation de talent. Quand je dis technologique, c'est-à-dire que le jeu vidéo a dû apprendre à raconter des histoires. À l'inverse, ce qui se passe, c'est que le type d'image et le type de mise en scène que l'on voit dans les jeux vidéo a un effet aussi sur le rythme qu'on peut voir dans les films hollywoodiens. Et donc on peut le sentir, le découpage, le montage. Ah oui. Oui, je crois que ce sont des influences en fait qui vont un petit peu dans les deux sens. Je pense que le jeu vidéo a été beaucoup plus perméable et a appris beaucoup plus du film que l'inverse en fait, si on est parfaitement honnête. Je crois que ça c'est quelque chose. Il est allé chercher ses mythes dans le cinéma. Il est allé chercher ses manières de monter dans le cinéma. Oui, de placer ses caméras, de comment est-ce qu'on fait une mise en scène, comment est-ce qu'on peut tout ça avec des contraintes qui sont évidemment très différentes et puis un registre aussi qui est beaucoup plus large que celui du cinéma. Le cinéma, on raconte une histoire et on est fixé dans une narration, alors que dans le jeu vidéo, il y a le jeu de plateforme, il y a le jeu d'action, il y a le RPG, il y a le jeu contemplatif, bref, ça ratisse très 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 large et ça ratisse de plus en plus large au fur et à mesure que la technologie le permet aussi, il faut le dire. Donc c'est pour ça que je dis en fait qu'il y a probablement eu beaucoup plus d'emprunt qui s'est fait dans le sens cinéma vers le jeu vidéo que l'inverse. Mais je pense qu'on arrive à un point en termes de technologie où peut-être qu'il va y avoir un retour d'ascenseur assez intéressant dans la mesure où les moteurs de jeux vidéo actuellement atteignent des niveaux de qualité tels qu'on peut envisager de les utiliser aussi, et c'est déjà le cas. Ah oui, dans les films. Donc, oui. Les avez-vous utilisés, ces moteurs-là, vous, dans votre travail? Non, à ce jour, moi, je ne peux pas dire que j'ai pu les utiliser directement. Je pense que les scénarios qui permettent de les utiliser sont encore relativement restreints, mais ils grossissent. Donc, il y a des exemples de films. Aujourd'hui, on peut en parler puisque ça a été communiqué sur le dernier, sur Rogue One, par exemple. Il y a eu des personnages qui ont été rendus directement, en fait, dans des moteurs de jeu, par exemple. Dans le contexte de Fast and Furious, puisqu'on en parle,
La complexité de ce qu'on devait faire ne permettait pas du tout, en fait, à ce point-ci d'utiliser, bien que j'aurais bien voulu, en fait, pouvoir bénéficier, dans certains cas, de l'interactivité qui est permise par ces moteurs de jeu qui permettent de sortir de très haut niveau de qualité d'image en temps réel. En C'est temps totalement réel. bluffant. Et d'ailleurs, en fait, c'est le mot-clé, on peut le dire là, parce que le jeu vidéo doit composer avec le fait que les images, elles sont créées au moment où le joueur veut qu'elles soient créées. Ah, oui, Donc, c'est ça. ça demande des puissances de calcul. Je reprends toujours cet exemple-là. Une PS4, actuellement, a la puissance de calcul d'un ordinateur, d'un super ordinateur de la fin des années 90, le SCI Red, qui tenait dans un immeuble et qui coûtait 100 millions de dollars. Maintenant, on a ça dans notre salon. On est à 1,84 teraflops. C'est des puissances de calcul inimaginables. Et donc, le temps réel, c'est la prochaine frontière, ça, dans laquelle le cinéma va aller chercher de la Oui et non. Oui et de la non. C'est-à-dire techno que- dans le jeu vidéo. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que les contraintes sont différentes. Dans le jeu vidéo, vous avez cette obligation de tenir au minimum du 30 images par seconde, on va dire, et parfois du 60 images par seconde selon le type de jeu. Et ça va dicter un peu tout le reste. C'est-à-dire que la qualité du visuel que vous allez avoir va être déterminée par ça, par ce facteur-là. Dans le film, c'est exactement la logique inverse. C'est-à-dire que c'est la qualité visuelle qui détermine tout le reste. C'est-à-dire que vous avez une obligation d'être plausible visuellement. On va dire souvent photoréaliste, mais je trouve que c'est un terme qui est un peu galvaudé. Pourquoi? Ben, parce que, je veux dire, il y a... vous voyez, aujourd'hui, quand vous regardez n'importe quel film, on a beau dire, c'est pas la réalité qu'on vous montre, c'est une vision totalement déformée de la réalité au service d'une narration. Ouais. Donc, Même dans du cinéma classique. Ah là, mais oui, quand on, absolument. Je veux dire, vous regardez, vous baladez dans une forêt et vous n'allez pas voir des gloires de lumière avec au travers des arbres. Je veux dire, ça ne se fait pas. Ouais. Je veux dire, en plein milieu de la nuit en plus. Donc, je veux dire, dans le film, on est obligé de faire ça. On ment déjà. On ment, absolument. On détourne la réalité. C'est pour ça que le terme de photoréalisme, je préfère parler de plausibilité, on va dire. C'est-à-dire que Très intéressant. on ça. accepte, dans le contexte du récit qu'on vous raconte, de regarder certains types d'images et ça passe parce que ce qui compte, c'est l'ensemble, on va Ouais. dire. La musique, le visuel et puis la narration. Et On donc, laisse les cinéastes du dogme à côté, cela dit. Là, eux, bon, pas d'éclairage, caméra à l'épaule, on Ouais. est dans un autre on truc, est dans là. un autre, Ouais, dans un ouais. autre registre. Mais je vous dirais que le dogme, c'est comme un... C'est un peu niche, on Ouais, va dire, ouais, effectivement. au sein du cinéma aujourd'hui. Mais la majorité de tous les récits qu'on vous raconte déforment complètement la réalité. Donc, et ça, vous savez, ça, c'est un dialogue qu'il faut avoir parfois beaucoup avec les gens aussi de la 3D qui sont souvent obsédés par le photoréalisme, par l'indice de réfraction de je ne sais pas quoi. Et puis, il arrive un moment où il faut quand même le dire, mais on s'en fout. Est-ce que c'est beau ou est-ce que c'est pas beau, d'accord J'aime ça. Et puis, et donc, il y a toujours une espèce de oups. Oh, vous en perdez votre micro. Donc, continuez. Je pense que, oui, on vous entend encore bien, Philippe Serrault. Ok, parfait. Oui, oui, oui. Mais je veux peut-être que me reploguer. Ah non, je pense que là, il est carrément Oui. On a perdu votre micro. Là, on a perdu le réalisme sonore de votre voix. Ouais, Voilà. je suis vraiment navré de cet épisode malheureux. C'est très émotif, les passages. C'était votre effet spécial, hein, c'est ça? C'est mes mains qui bougeaient trop et j'ai fait un effet spécial avec le micro. Donc, oui, non, tout ça, c'est pour dire effectivement que ça crée évidemment aussi une tension qui est nécessaire, hein, dans de jamais oublier en fait que quand on raconte une histoire, en fait, l'image que l'on construit doit être au service de cette histoire. Et Ouais. c'est vrai aussi bien pour une grosse machine comme Fast and the Furious que comme pour des films plus petits. On va le dire. dit souvent ici à l'émission, l'intelligence artificielle est en train de ravir des emplois à gauche, à droite, l'école bleue, l'école blanc, les psychologues, les chauffeurs de camions. Est-ce que l'intelligence artificielle et le raffinement des techniques de 3D va mettre en danger les comédiens? Or, ok, là vous m'amenez sur une tangente. La vraie réponse C'est à ça, glissant? c'est glissant, oui, bien sûr, parce qu'il y a des précédents, évidemment, notamment, je veux dire, le plus célèbre récemment, c'est ce qui s'est passé sur Rogue One, encore une fois, avec des acteurs qui sont décédés et que l'on a remplacés. Donc il y a un enjeu éthique, si vous voulez, sur lequel je peux difficilement me prononcer à ce point-ci. Je sais pas vraiment le dire. C'est clair que technologiquement, ça va devenir possible. Et ça se fait déjà. Vous savez, parmi le travail que l'on fait, et dont parfois on n'a pas vraiment trop le droit d'en parler tant que ça. Allez-y. Allez-y, on est entre nous. Mais je veux dire, on fait très souvent aujourd'hui dans des scènes d'action qui sont manifestement beaucoup trop dangereuses. Et- Même pour des cascadeurs.
oui, même pour des cascadeurs, on va les remplacer parfois par des acteurs numériques. Donc ça se produit en fait régulièrement, simplement parce que l'action qui est demandée est juste tout simplement pas physiquement possible. Donc il y a une partie de la cascade qui va être faite, et puis elle va être complétée, on va dire, numériquement. Donc on reverra pas Paul Walker là, sous des atours de 3D bientôt. Là. Ça, cette décision-là ne m'incombe pas. Est-ce que vous seriez capable? Oui, absolument. Vous savez, c'est ce qui s'est passé dans le contexte de Fast and Furious 7. Il y a une des raisons pour lesquelles le film en fait a mis plus de temps à sortir, c'est parce qu'avec la mort de l'acteur, il a fallu terminer le film alors qu'il n'avait pas filmé toutes ces scènes. Ce qui fait qu'il y a eu toute une logique qui a été toute une technique, des techniques de remplacement de visage et d'acteurs numériques qui ont été mises en place pour terminer le film. Je pense que ça a été... Alors, Rodeo n'a pas été impliqué là-dessus dans le contexte de Fast Fast 7. Là, ouais. C'était pas mon travail, mais ça a été un travail en fait qui a été nécessaire pour boucler le film. En tout cas, la question se pose de nos jours. On peut la poser. Il y a quelques années, la technologie ne nous permettait pas de le faire. Aujourd'hui, en tout cas, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Philippe Sohéros, c'était passionnant, ce cours de lien entre le jeu vidéo et le cinéma. Je rappelle que vous êtes superviseur des effets visuels chez Rodeo FX. Vous avez notamment travaillé sur Le Pianiste, vous avez travaillé sur Taxi 3 et votre dernier bébé, il est milliardaire, il est partout dans le monde et ça s'appelle The Fast and the Furious. En fait, The Fate and the Furious. The Fate of the Furious, je crois. Voilà. Le destin des dangereux. Et c'est le dernier en date de cette franchise extrêmement populaire. Merci beaucoup, Philippe Sohéros. La sphère. Mythologie du web. Fabien Lozac. On vient d'entendre coup sur coup la musique de Michel Legrand. Les amateurs de course automobile se rappelleront de l'ouverture de ce bijou qui s'appelle Le Mans. C'était en 1971, film de Lee Katzin avec Steve McQueen. Et que c'est bon, j'ai regardé le début hier. C'est assez extraordinaire, merci. C'était l'amateur de course qui parlait. Maintenant, ce que vous venez d'entendre, la dernière œuvre que vous venez d'entendre, c'est Masahiro Ando et c'était l'ouverture de Gran Turismo, grand jeu de course, grande franchise de course. C'était en 1999. Celle-là, c'était le Gran Turismo 2. Et vous allez nous parler, Fabien, de l'histoire de la simulation. Une simulation qui a fait l'histoire, celle de la course. On va essayer avec une vraie prise de parti sur les choix que j'ai faits parce que mai-juin, particulièrement les 2 semaines dans lesquelles on est, ce sont les gros mois du sport automobile. C'est là où il y a les 3-4 plus grandes courses, Monaco, Indianapolis il y a 2 semaines, Montréal cette semaine qui est un circuit qui est adoré des amateurs, les 24 heures du Mans la semaine prochaine. Et en parlant de 24 heures du Mans, pour la première fois cette année, la compétition va accueillir en parallèle une compétition de e-sport. Ça va être la finale de la saison 3 de Forza Racing. C'est le mode de jeu en ligne de Forza. Et le gagnant va même avoir le privilège de monter sur le podium. Mais c'est quand même un sacré privilège. C'est quand même une anecdote qui est en relation justement avec cette émission, qui montre que les frontières du jeu vidéo, de la simulation automobile et de la course deviennent de moins en moins étanches. Et le jeu vidéo, c'est un genre qui existe depuis l'ère vidéoludique. Pour vous donner un exemple, Pong est sorti en 72, Grand Track 10, qui est le premier jeu de sport automobile, est sorti en 74. C'est un des genres les plus populaires. Souvent, on achète des consoles parce qu'il y a tel ou tel type de jeu. De course. Oui, il y a tel qui type sort, de jeu. ouais. 2400 jeux depuis 30-40 ans qui sont sortis. Et quand on essaie d'écrire un peu une histoire du jeu de course, on constate à peu près 2 choses. Déjà, on a 2 aires géologiques. Il y a avant la 3D et après la 3D. Et puis, on a 2 styles. On a l'arcade, qui est pas très réaliste, et puis on a la simulation dans laquelle on va chercher l'effet de réel. J'en parlais tout à l'heure, le premier jeu, c'est Grand Track 10. Personne n'y a presque joué ici. Je pense qu'il faut remonter vers les personnes qui ont un peu plus de 40, 50 ans, 60 ans, sorti en 74. C'est l'équipe de développement de Pong qui l'a sorti. Et étonnamment, c'est un jeu avec un volant, une pédale de frein. Et chose très impressionnante pour l'époque, il y a 3 vitesses.
Et le son est relativement bien fait. Il suit même les changements de vitesse. Et au niveau de la jouabilité, vous voyez le circuit dans son entièreté, en vue aérienne du dessus, avec une suite de petits points. Et puis vous avez un décompte de temps. Et vous marquez des points en atteignant certaines sections du circuit. Attention à la grosse tache d'huile au milieu quand même. Et il faut faire Ça fait partie intégrante de l'histoire des jeux de course. Et ce qui va se passer, c'est que très très vite, on va vouloir jouer à la première personne pour avoir plus d'effets de réel encore. Et 2 ans après, on va avoir Grand Track 10. C'est encore Atari qui va produire. 2 ans après Grand Track 10, on va avoir Night Driver. C'est encore Atari qui va produire ce jeu-là. Ça va être le premier jeu de course à la première personne. Et là, on va avoir une espèce de route composée de dominos sur les côtés qui va simuler les bas-côtés. Et ces dominos vont défiler vers vous, ce qui va créer une espèce d'impression de vitesse. Et ce qui est assez intéressant quand on parle un peu des débuts des jeux de course dans l'ère vidéoludique, c'est que l'esthétique dans ces premières bornes d'arcade, il n'est pas dans le jeu. C'est autour que ça se passe, autour de l'écran, c'est la boîte. C'est l'emballage. C'est l'emballage. Parce que dans le jeu, il faut se le dire, c'est quelques pixels. On va travailler la scénographie, le volant, les interfaces pour donner l'illusion d'être au volant. Et le plus grand exemple de ça, c'est Turbo. Turbo de Sega, qui va arriver en 81. On va créer un véritable cockpit. Des gens vont se déplacer dans les salles d'arcade pour jouer à Turbo. Et là, plusieurs de mes 25 sous sont allés dans Turbo. Oui, c'est une invitation à la projection. La projection, on se projette, on est véritablement un pilote. Il y a un vrai effort d'imagination à faire. L'immense succès des années 80, tout le monde le connaît, c'est un immense succès d'arcade. Il a aussi été distribué sur console, c'est Hot Run. Hot Run sur Sega en 1986, c'est la cool attitude californienne. On a le Golden Boy au volant de cette Ferrari Testarossa, avec une femme blonde à côté. C'était l'époque Miami Vice. Ah oui, excusez les stéréotypes de genre. Non, mais il traverse la Californie, il y a un côté exploration du paysage, il y a une composante rythmique qui est extraordinaire dans ce jeu-là. La musique, elle est complètement entêtante, il y a une espèce de frénésie visuelle avec des lignes de couleurs qui pour simuler la vitesse, ça donne un effet un peu stroboscopique. Les côtes également, qui étaient très présentes dans ce jeu-là. Ouais. Il y a une relation hypnotique à l'écran avec Hot Run. C'est une course à checkpoint, donc il y a un temps imparti pour faire une section. Quand vous l'atteignez, vous avez un peu plus de temps. Et Hot Run, ça va véritablement créer un genre. Ça va être le jeu sur route ouverte. Ça va être repris des années plus tard avec un jeu qui aujourd'hui est encore très joué, qui s'appelle Forza Horizon, qui est une franchise, qui est un spin-off de Forza. Ouais. C'est un espèce d'hymne à l'évasion avec un parti pris antisportif. On n'est pas véritablement dans la course. Les erreurs sont pardonnées. On n'est pas dans la simulation. Non. On peut faire ce qu'on veut. Oui, ça vous félicite quand vous avez des accidents, vous driftez. Il y a un seul message. C'est pour moi, ça. J'aime ça. Le seul message qu'il y a, c'est la route est à vous. Faites-en ce que vous voulez. Il y a une mythologie véritablement de la route américaine. Dans les années, le grand changement, c'est fin des années 80, début des années 90, 89, 92. Là, tout va changer avec l'arrivée de la 3D dans la course. On le disait tout à l'heure avec Philippe Sohéro. Quand la 3D arrive, on se rapproche de la réalité. Là, on rentre dans la réalité. Hard Driving en 89 sur Atari. Premier jeu à avoir une boîte de vitesse manuelle avec un embrayage, horriblement difficile. Virtua Racing de Sega en 92. Le premier jeu à avoir des polygones. Et le premier jeu où on pouvait changer la vue. On pouvait être en mode pilote, vue arrière et vue reculée. On avait une rétroaction également dans le volant. On sentait la force. Si vous aviez l'argent pour avoir un volant, en effet. Bon, j'avais un petit joystick. Une enfance malheureuse. Une enfance très heureuse. Et 92, F1 GP. Là, on va mettre les bases du jeu de simulation et les bases se sont remises. 97, il y a le jeu qui est encore aujourd'hui la franchise de référence. Dont on entendait la musique tout à l'heure. Même si elle est très malmenée aujourd'hui parce que les jeux sortent toujours en retard. Ils ne savent pas sortir des jeux à l'heure chez Sony, notamment pour Gran Turismo. Elle est née il y a 20 ans. C'est un pur produit Sony. C'est le jeu qui va faire rentrer 100 marques de chars dans le jeu. Donc là, on est complètement... le joueur va vraiment... Et des vraies marques, là. On peut jouer des autos qui roulent. Toutes les marques d'auto. Et on est dans la vraie simulation avec un réalisme de la machine, du temps réel, des tractions, les accélérations, le freinage. On peut tout régler. La physique de ce jeu-là est absolument stupéfiante. Les Grands Prix ont été numérisés au laser par des automobiles qui sont allés faire tout ce travail-là. Il y a même des pilotes qui vont s'entraîner sur Forza, sur Gran Turismo, ce qui va participer un peu de la mystique aussi du jeu. Et il faut souligner aussi que si on pouvait rajouter une couche de réalité sur cette simulation-là, depuis 2008, il y a une académie de pilotage qui s'appelle la Nissan GT
GT Academy et qui prend littéralement une filière de pilotes qui ont appris à jouer sur Gran Turismo et ils les mettent à la suite donc de concours dans les baquets de vraies autos. Et il y a de ces pilotes-là qui sont littéralement nés à la course automobile sur les consoles, qui ont remporté des courses prestigieuses. Là, je pense à Lucas Ordonez, il y a 5 ans, oui, c'est en 2011, au Mans. Il est arrivé premier ou deuxième de sa catégorie, là, parce qu'il y a plusieurs catégories qui tournent au Mans. Alors, vous voyez, là, du jeu vidéo à la vraie course, là, maintenant, il n'y a qu'un pas que franchissent bien Qu'est-ce que vous attendez, Mathieu Dugal? J'aimerais tellement ça. Je sais. Il est pas tellement mauvais, je ça. savais faire déjà du karting avec Mathieu. Moi, j'avais Très bon, battu très bon Fabien. pilote. Je suis un peu plus lourd aussi. un peu plus- Bon, mais les pilotes sont petits, hein, en général. Ouais, c'est ça. J'ai la shape d'un pilote. Coudonc. Bon, merci beaucoup. C'est là-dessus qu'on va se terminer avant de perdre trop d'auditrices et d'auditeurs. Merci beaucoup, Fabien Lozac. Bon, merci. What's going on, Catherine? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Là, Ce qui se passe, c'est que l'animateur accroche son micro. Donc, on a bien des problèmes de micro aujourd'hui. C'est pas de la simulation, c'est de la radio en direct, sans filet, celle que vous entendez actuellement. On va maintenant parler de philosophie du jeu vidéo et de la narration avec Pascal Thériault et Roxane Chartrand de l'Université de Montréal. Mais auparavant, Catherine, des nouvelles narrations, il en existe plusieurs. Et là, vous allez nous parler d'une compagnie montréalaise qui se lance dans la série de science-fiction. Mais là, attention, en réalité virtuelle. Oui, c'est une compagnie montréalaise qui s'appelle Unlimited. Puis effectivement, c'est un projet un peu fou de créer une série de science-fiction en réalité virtuelle. Et puis, c'est intéressant, je les ai rencontrés pour la première fois il y a à peu près 1 an. Et il y a 1 an, le projet, c'est de faire un long métrage en réalité virtuelle. Et là, je pense qu'ils se sont rendus compte au fil du temps que c'était peut-être justement un peu trop fou comme projet. Donc, c'est plutôt devenu une série de 5 épisodes d'environ 15 minutes chacun. Et la raison pour laquelle l'équipe a décidé de changer de cap, finalement, ben, c'est que d'abord, il y a des contraintes physiques. Pensez-y, là, passer 1 heure, 1 heure et demie avec un casque de réalité virtuelle sur la tête. Ça se fait. Moi, je l'ai fait. Non, mais je l'ai fait avec des jeux quand même assez tournoyants. Là. Eve Valkyrie, qui est un jeu de combat spatial. Imaginez-vous Star Wars, là, mais ça ressemble un peu à ça. Et c'est quand même assez... J'ai fait 1 heure. Le plus long que j'ai fait avec ça, j'ai fait 1 heure. Mais c'est vrai que après 1 heure, il faut quand même prendre un petit 5 minutes. Et c'est un risque commercial aussi pour un producteur comme Unlimited, il faut le dire. Donc, il y a ce confort physique-là, mais aussi un confort émotif. Et ça, j'en parlais avec John Hamilton, donc le PDG d'Unlimited, qui me disait, vous savez, quand c'est immersif, comme dans le cas de la réalité virtuelle, là, ça nous touche, l'histoire, le contexte, le contenu nous touche beaucoup plus émotivement. Et donc, il me disait, ce sont des défis très propres à la réalité virtuelle que ceux-là. Donc, en d'autres termes, on ne veut pas créer une espèce de trop-plein de sensations ou d'émotions chez l'utilisateur, chez le consommateur de contenu. Oui, parce que la réalité virtuelle, quand on joue par exemple à des trucs d'horreur en réalité virtuelle, c'est beaucoup plus horrifiant que quand c'est sur notre écran. Donc, il faut peut-être en enlever quelques couches pour être capable de... Je sais que vous l'avez vécu. Je l'ai vécu, puis je ne veux même pas en entendre parler. Je ne le ferai pas souvent. Je vais dire 3 choses. Resident Evil 7. Oh, OK, oui, non. Alors, voilà. Non, c'est ça. Bon, donc ici, il ne s'agit pas d'horreur, mais quand même de science-fiction. Et c'est intéressant de le souligner parce que justement, ça se prête bien à ce genre de contexte-là. Alors, rapidement, l'histoire, ça se passe dans le futur. Les humains sont une espèce entièrement disparue. Et il reste des androïdes qui tentent de lutter contre une espèce d'intelligence artificielle qui est en fait une espèce de dieu, là, une entité quelconque qui leur veut du mal, qui veut les détruire. Alors, ce qui est intéressant de savoir dans le cas de cette série de 5 épisodes, c'est qu'ils se suivent, les épisodes. Donc, un peu, si vous voulez, à la Netflix ou à la Amazon, c'est d'ailleurs ce que souhaite John Hamilton, qu'un jour, ce genre de contenu-là se retrouve sur des plateformes comme celle-là. Qu'on l'écoute en rafale. Exactement, qu'on puisse l'écouter, que tout se suit là, dans ce cas-ci. Alors, évidemment, vous le devinez, les défis de concevoir, de tourner une série en réalité virtuelle sont nombreux, notamment celui de ne
pas donner l'impression d'être dans un jeu vidéo. Donc là, ce que John Hamilton me disait, c'est qu'il a voulu développer une espèce de forme hybride de storytelling. On utilise l'interactivité du jeu vidéo et en même temps, on veut une histoire qui soit pas tout à fait linéaire. On veut pas non plus être au cinéma. On veut bien sûr utiliser les ressorts de la réalité virtuelle et de l'interactivité. Alors, on essaie de prendre des petits chemins alternatifs là, dans l'histoire, mais on vous fait revenir quand même sur le droit chemin parce qu'il faut raconter une histoire au bout du compte. Ben, en fait, ce qui est intéressant quand on parle aux gens qui travaillent dans le monde de la réalité virtuelle, c'est qu'ils sont presque tous actuellement à tâtons. Hein. Ils essaient de trouver une manière de raconter des histoires, mais personne ne le fait avant. Le cinéma, on le sait, là, ça fait un siècle qu'on raconte des histoires avec des chants puis des contre-chants puis du cadrage. Et là, on sort complètement. C'est la première fois là, que le paradigme change complètement. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui est intéressant du choix de faire de la science-fiction, ben, c'est que ça nous permet, et on en parlait également tout à l'heure, ça nous permet d'essayer des petites prouesses techniques qui nous permettent de nous éloigner du réel sans que ça ait l'air complètement impossible, en tout cas sans faire décrocher l'utilisateur. Et ça, c'est intéressant. Et là, je vous ai parlé de prouesses techniques. Il y en a évidemment beaucoup à faire quand on veut réaliser ce type de série-là. C'est clair. Unlimited a dû créer ses propres caméras, Mathieu. C'est pas compliqué. Pour essayer d'obtenir les effets voulus. D'ailleurs, la caméra sympathique, ça s'appelle le Sputnik. Bref, on a voulu créer une expérience de réalité virtuelle, mais en mouvement. Parce que vous savez, quand on fait certaines expériences de réalité virtuelle, on met le casque. Nous, on est souvent dans un point fixe et l'action se passe autour de nous. Oui, parce que encore là, c'est une question de calcul. Parce que même dans des jeux vidéo, je pense à Robinson, là, qui est un genre de Jurassic Park actuellement là, sur PS4 auquel j'ai joué. Ben, juste la puissance de calcul pour être au centre de l'action en se déplaçant dans une jungle où il y a des dinosaures qui tournent autour de nous. Tu peux pas bouger tant que ça parce que ton PS4 suit carrément pas. Et d'ailleurs, on sent que ça fait chauffer le GPU. Ben justement, c'est ce qu'on a voulu faire ici avec d'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais la série s'appelle Trinity, de cette entreprise montréalaise Unlimited. Donc, on a vraiment voulu combiner le mouvement à la réalité virtuelle avec cette caméra Sputnik. Et les grandes scènes d'action, là, on est en train vraiment de finaliser le montage. Hein. Les grandes scènes d'action ont été tournées d'ailleurs à Prague l'an dernier, si je ne m'abuse. Et donc, tout s'est passé avec cette caméra Sputnik. Et John Hamilton me parlait également d'une caméra volumétrique. Et ça, c'est intéressant parce que ça permet, c'est Microsoft, je crois, qui fait ça, ça permet d'enregistrer toutes les données qui sont liées à la profondeur de champ pour recréer des environnements où l'utilisateur peut justement aller, où l'utilisateur peut bouger, peut explorer un peu ce qui lui plaît avant qu'on le ramène un petit peu dans l'histoire qu'on voulait raconter. C'est incroyable. C'est très intéressant. C'est vraiment très chouette. Mais c'est lié à l'histoire du cinéma. Moi, je me souviens de l'anecdote de la fameuse Steadicam avec laquelle Stanley Kubrick avait finalement pu faire ses scènes. En fait, il a fait ses scènes dans l'hôtel de Shining parce qu'il avait donc cette fameuse Steadicam et donc ces fameuses scènes avec le big wheel là, qui se déplace. La technique, en fait, la narration a suivi la technique. Voilà. Et donc là, on est encore là-dedans. On a des belles bébelles. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien là, voilà, on est en train de le faire et c'est ici que ça se fait. C'est ici que ça se fait. On va pouvoir le voir. En fait, le pilote de la série va être présenté quelque part cet automne, au plus tard à Noël, et le reste de la série sera disponible en 2018. Je veux juste souligner que c'est le réalisateur Patrick Boivin. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ben oui. Réalisateur de Philactère Cola au début des années 2000 à Télé-Québec. Et je trouve ça formidable parce qu'il repoussait les frontières de l'absurde au début des années 2000. Et là, on repousse d'autres genres de frontières avec la réalité virtuelle. C'est formidable. Ça se passe chez nous. Et donc, j'ai bien hâte de voir cette série Trinity de la compagnie Unlimited. Patrick Boivin qui s'y connaît d'ailleurs, vous savez qu'on lui doit notamment ce fameux Iron Baby. Hein? Il faisait une parodie d'Iron Man il y a 6-7 ans. Je suis allé voir les statistiques, 74 millions de visionnements sur sa plateforme, sur YouTube. Quand même, hein? C'est pas pire. On va saluer Patrick Boivin. On est très content qu'il soit ici. Eh bien, on va continuer à parler de ça, ces questions-là, avec deux étudiantes. Elles s'appellent Pascal Thériault et Roxane Chartrand, respectivement étudiantes au doctorat en jeux vidéo et cinéma de l'Université de Montréal et étudiantes à la maîtrise en jeux vidéo, toujours à l'Université de Montréal. Elles sont co-organisatrices du groupe féministe vidéo ludique. Rebonjour les filles. Bonjour. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça, d'entendre ça, par exemple, de voir des réalisateurs qui tentent de réinventer la narration au moyen de caméras, par exemple, de réalité virtuelle? Est-ce que ça rapproche le cinéma du jeu vidéo? Ben, en fait, oui, mais
Ce que je trouve vraiment intéressant d'un point de vue historique, en fait, c'est que la science-fiction a toujours été un objet qui a été utilisé pour justement passer par-dessus les barrières techniques, les contraintes techniques. On passe par exemple au fait que les premiers jeux vidéo comme Pong, ben, c'est quelques pixels sur un écran. Donc, on parlait du photoréalisme tantôt, ça revient un peu à ça. C'est comment on peut jouer à un jeu quand tout ce qui est représenté, c'est 2-3 carrés. On n'est pas trop sûr de ce que c'est supposé être. Et donc, on se tourne vers, justement, la science-fiction pour représenter des trucs comme un Alien, par exemple, avec Space War. Fait que de se tourner vers la science-fiction, c'est quelque chose de quand même commun pour, justement, passer au-delà de ces réalités techniques-là. C'est un beau cadre narratif pour essayer des nouvelles technologies. Exactement, là. pour essayer d'extrapoler. Depuis Méliès, hein, faut quand même le dire. Depuis Méliès. Depuis Georges Méliès. Effectivement. Mais, Oui, Pascal. Oui, en fait, on parle beaucoup des liens entre le cinéma, le jeu vidéo depuis le début de l'émission, mais aussi ce qui est intéressant, en fait, c'est de se rappeler que les récits interactifs, les textes interactifs datent pas du cinéma. En fait, on peut remonter un des premiers textes qu'on pourrait qualifier d'interactif qui date, pardon pour la prononciation, mais c'est le Yi Jing, un texte chinois qui date des années 1000 avant Jésus-Christ, en fait. Wow. Donc, il utilisait un système binaire avec... On n'a rien inventé. Hein? Non, exact, c'est ça, avec des hexagrammes pour faire des prédictions et ça pouvait, en fait, produire environ 4100 textes possibles. Pardon? Oui, 4100 textes? 4096 pour être précise. C'est vraiment l'ancêtre, mais c'est l'ancêtre du livre dont vous êtes le héros. Oui, exactement. On est vraiment là. Tout est dans tout, Mathieu. Tout est dans tout. On revient à la base. Et même la littérature, on peut parler d'Apollinaire, par exemple, avec ses calligrammes, Italo Calvino, Par nuit d'hiver, un voyageur qui utilise un certain... Des récits interactifs dans une certaine mesure. Évidemment, le jeu vidéo permet beaucoup plus de possibilités que ces textes littéraires-là, justement grâce à la simulation, la technologie, mais l'idée, en fait, qu'une variabilité dans les résultats est présente depuis très, très longtemps. C'est vraiment... c'est un très, très juste rappel historique, ça. Et même, Roxane, vous étudiez notamment les liens entre philosophie et jeux vidéo. Et ça fait longtemps également aussi, sans que la philosophie ait nommé nécessairement son objet jeu vidéo. La question des réalités parallèles, ça fait partie de l'histoire de la philosophie. Absolument. En fait... personnellement, je travaille sur la théorie des mondes possibles qui pourrait être résumée comme étant justement la théorie des mondes parallèles, si on veut. C'est quelque chose qui a été pensé par Leibniz, philosophe des Lumières, en fait, et ça a été pensé pour parler, c'est un peu complexe, c'était des concepts de métaphysique, mais pour parler de l'ensemble des possibilités des mondes qui auraient pu être dans certaines circonstances. Et ça a été repris plus tard par, entre autres, Sal Kripke, qui est un philosophe, un logicien, pour parler justement, là c'est un peu gros, là, les énoncés contrefactuels, des énoncés propositionnels. On essaie de trouver les conditions de vérité de ces phrases comme si Trump n'avait pas gagné les élections présidentielles, les États-Unis seraient encore dans l'accord de Paris, par exemple. Oui. À quel point on peut considérer que ce si-là peut rendre les énoncés vrais. Mais c'est super intéressant parce que dans le jeu vidéo, les jeux actuellement, la narration fait en sorte que, par exemple, notre personnage, si par exemple on décide qu'on va être très violent dans un jeu, pour prendre par exemple Grand Theft Auto comme exemple, le monde autour de nous va s'arranger d'une certaine manière. Si on décide qu'on va respecter la loi, qu'on va arrêter au feu rouge, eh bien là, on est dans une toute autre dynamique. Et donc, à la base, ces philosophes-là, ils avaient pensé des moteurs narratifs tels qu'ils existent dans le jeu vidéo actuellement. Là. Absolument. Puis je pense que c'est ça qui est intéressant aussi. Umberto Eco a repris le modèle plus tard pour parler justement en littérature de cet acte-là de lecture. Fait que même en lisant, quand on lit un livre qui nous semble, la narration linéaire, on en parlait tantôt, qui semble qu'il y ait une histoire on se contente de lire puis d'actualiser quelque chose, on se fait une panoplie d'hypothèses de lecture qui, dans le fond, sont confirmées ou pas, mais qu'on peut jamais vraiment explorer. Tandis que dans le jeu vidéo, on peut choisir, par exemple, dans un jeu, on parlait du nouveau Zelda, un jeu open world, à monde ouvert. On peut choisir d'aller explorer certaines possibilités puis d'en laisser d'autres de côté. Fait qu'on vient ramener ce concept philosophique-là qui est super, tu sais, totalement théorique, métaphysique, mais on est capable de l'explorer. On l'incarne très, très bien. Absolument. Et ici, à la maison, là, vous dites, moi, là, j'écoute mon Netflix, là, puis ces affaires-là, je suis bien loin de ça. Pascal, vous êtes intéressé notamment à cette question-là, et vous dites que dans la notion d'écoute en rafale, quand ce fameux binge-watching, là, on s'assoit là, puis on n'est plus capable d'arrêter ces House of Cards, puis on vient happer, eh bien, dans cette écoute en rafale-là,
il y a presque une essence du jeu vidéo, parce qu'on est aussi happé là-dedans qu'il y a des joueurs qui passent des 4-5 heures là, sur leur écran. Évidemment, ou même des 40 heures, des 100 heures de jeu aussi. En fait, les jeux vidéo ont une possibilité que la télévision peut explorer, alors que le cinéma explore un peu moins, de présenter des contenus où en fait, la construction du récit, de la narration est extrêmement longue. Justement, Roxane qui disait qu'elle a joué une centaine d'heures à Dragon Age. Ça permet de construire des personnages, de construire on pense à Game of Thrones. Oui, c'est ça, Game of Thrones, exactement. Et on peut, en fait, ça permet de créer des émotions qu'on n'aurait pas nécessairement au cinéma, par exemple, ou un attachement vers les personnages aussi. Donc, il y a un lien, en fait, à faire avec, par exemple, la longueur des jeux, la construction narrative de ces jeux-là qui se rapproche quand même de la série télé, donc la série-réalité, pas de la série-réalité, mais en fait la série. Oui, la série, c'est ça. La série. Donc Game of Thrones a quand même plus de liens avec le jeu vidéo, par exemple, qu'un film X là, ça dépend qui encore dure, une fois quel genre de jeu vidéo, mais des jeux narratifs qui peuvent durer très longtemps. C'est l'environnement, je dirais, en fait, l'environnement qui s'est inspiré, c'est allé dans les deux sens quand même, en ce qui concerne Game of Thrones. Et c'est peut-être à dessein que vous étudiez dans un programme qui s'appelle Doctorat en jeux vidéo et cinéma. C'est que, bon, on peut penser que c'est très loin, mais finalement, ce dont on vient de se parler depuis une heure, c'est que de plus en plus, ces mondes-là s'imbriquent, là. Oui, absolument. En fait, dans le département, c'était un professeur de cinéma qui s'intéressait beaucoup aux jeux vidéo parce qu'il voyait des liens entre le cinéma et le jeu vidéo. Donc, pour légitimer, si on veut, l'objet d'étude, désolée d'avoir dit ça comme ça, mais pour légitimer l'étude du jeu vidéo, on étudie le jeu vidéo à partir du cinéma. Et c'est possible de faire des liens. Il y a des cours, en fait, sur les liens entre le cinéma et le jeu vidéo. Mais aussi, il faut se détacher un peu de l'objet cinématographique pour considérer l'objet vidéoludique en soi aussi en tant que tel, indépendamment comme la narration au cinéma n'est plus la narration de la littérature, n'est plus la narration du théâtre. Écoutez, c'est absolument fascinant, ce domaine-là. Je suis extrêmement jaloux de votre domaine d'études. Ça donne le goût de retourner à l'université. Ça, c'est sûr. Ah, j'aimerais ça. Pascal Thériault, étudiante au doctorat en jeux vidéo et cinéma à l'Université de Montréal. Roxane Chartrand, étudiante à la maîtrise en jeux vidéo et cinéma à l'Université de Montréal. Vous êtes, je le rappelle, co-organisatrice du groupe féministe Vidéo Ludique. Merci beaucoup d'être passée ici à l'émission. Ça a été un grand plaisir. Et maintenant, on va aller rejoindre quelqu'un qui est dans son restaurant. Bonjour. Ah non, c'est vrai, il est à la Chine aujourd'hui. Il a quitté ses fourneaux pour lancer la saison d'été. Bonjour, Francis Reddy. Bonjour, Mathieu Dugal. Je suis dans les fourneaux de l'arrondissement de la Chine parce qu'il fait un soleil magnifique au parc Marina d'Escale. Et puis aujourd'hui, Mathieu Dugal, c'est une émission spéciale pour lancer toute la programmation radio sur Ici Première et sur Ici Musique de l'été. Ce qui fait donc qu'il y a Jean-René Dufort, Julie Snyder, Stéphane Bureau, Catherine Pogonat, Franco Nuovo, Geneviève Borne. Il y a une liste de 19 animateurs et animatrices qui vont venir nous présenter une programmation qui, je pense, sera encore à l'image de ce qui s'est passé l'été passé. Il y a une belle folie à la radio publique l'été passé. Je pense que ça va se prolonger cette année. Vous allez boire plein de bonnes bières. Et justement, Mathieu? Oui. Exactement, parce que 3 experts de bière vont nous proposer des accords personnalité bière. Et donc, ouvre la petite enveloppe, Mathieu. C'est ouvert, elle est devant moi. Il y a une question. Voici à toi de lire la question. Voici 4 bières de microbrasserie, laquelle correspond selon nos spécialistes à la personnalité de Jean-René Dufort, la King Kong 2, la Gros Mollet, la Bretman ou la Tante Tricotante. C'est ce que l'on saura en écoutant votre émission dans quelques minutes. Mon cher Francis, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une excellente émission.